Bonjour. Alors, bonjour et bienvenue à ce petit déjeuner consacré à la mobilité et à la professionnalisation des développements mobiles. Alors, je suis Olivier Martin et je suis directeur de la pratique mobilité chez Octo. Donc, bienvenue à vous. C'est notre 4e petit déjeuner en 4 ans sur la mobilité, donc c'est un petit peu un rituel pour nous maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous parler de la professionnalisation des développements mobiles ? Auparavant, on était un peu plus sur des pratiques, des usages. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus technique. Mais en fait, on a constaté chez nos clients, dans différents contextes, qu'il y avait des pratiques qui avaient changé. On ne fait plus un projet mobile comme on le faisait il y a 4 ans. En tout cas, ceux qui n'ont pas changé leur pratique et qui continuent à développer comme au départ, commencent à avoir des limites à apparaître. Et commencent à avoir des projets qui sont un petit peu plus endettés, ou alors qu'on a un petit peu du mal à faire évoluer. Et ça fait 4 ans aussi que ce sujet explose réellement en entreprise. On va regarder un petit peu ces 4 dernières années. Alors déjà, vous allez me dire, la mobilité, oui, bon, c'est pas nouveau non plus. Ça fait bien 15 ans qu'on en fait. Mais jusque-là, c'était réservé, on va dire, à plutôt des catégories col bleu. Ça a vraiment explosé avec l'iPhone et avec cette révolution des smartphones. Il y a eu cet engouement du grand public qui a fini par gagner le monde des entreprises. Et en 2008-2009, on a vu une explosion de projets mobiles. Alors c'était surtout les directions métiers qui étaient impactées. C'était un bon moyen pour innover, pour avoir des projets un petit peu différents, des projets pour se différencier de la concurrence. Et aussi surfer sur l'image de marque de ces nouveaux terminaux mobiles. Et puis, ça a été une phase, c'était un nouveau jouet, quoi. Moi, je me rappelle à l'époque, on faisait joujou avec les nouveaux SDK, c'était très drôle, on s'amusait beaucoup. Donc c'était une phase très expérimentale, un petit peu bac à sable. Et puis, les projets ont avancé, et puis ils sont enrichis, on a un petit peu évolué. Oui, j'ai perdu un pari. Ça a été le retour de la DSI. Auparavant, les projets étaient menés surtout étaient l'idée par les directions métiers et le marketing. À ce moment-là, on a commencé à enrichir les projets, à apporter plus de valeur ajoutée et forcément, on a cherché à s'intégrer au système d'information. Les projets se sont étoffés, ils sont devenus plus importants, ils sont devenus plus grands. Et puis il y a eu ce bouillonnement des plateformes, des anciennes qui ont commencé à disparaître, genre Symbian, Windows Mobile. BlackBerry qui a perdu de sa superbe, qui était le chouchou de tous les cadres et qui est devenu aujourd'hui, il se bat pour la 3e place. Il y a eu l'arrivée d'Android de façon très massive. Et aussi un bouillonnement technique avec des espoirs sur est-ce que HTML5 va unifier les développements et va nous affranchir de ces différences entre les plateformes. Donc il y a eu ce bouillonnement, c'était très, très intéressant. Et aujourd'hui, et pour les futures années, on arrive sur une ère de professionnalisation. On le sait, les applications mobiles, aujourd'hui, ça devient une commodité. Si vous n'en avez pas pour vos clients, ça peut devenir un frein. Tout va plus vite sur le mobile. Donc en fait, on est en train de refaire ce qu'on a connu sur le web. Mais juste sur une période de temps plus courte. La maturité commence à arriver au niveau des technos. Sur le modèle d'application aujourd'hui a remporté la donne. Aujourd'hui, pour offrir un service sur mobile, on va forcément passer par une application. La question ne se pose même plus. Elles sont avant tout natives, ces applications, et on va y intégrer des technologies web, et on va les appeler hybrides. Mais aujourd'hui, il n'y a plus trop de débat sur cette partie-là. Et également, on est en train de voir, dans certains contextes, des chaînes de compilation automatisées, des choses beaucoup plus industrielles qu'auparavant. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en 4 ans, notre industrie, elle a changé totalement. Aujourd'hui, elle est devenue mobile. Les 4 géants de l'informatique qui tirent l'innovation, qui investissent le plus, c'est qui? C'est Google, Amazon, Apple, Facebook. Ils ont tous massivement investi sur le mobile. Notre industrie, c'est pas du tout la même qu'il y a 4 ans. Les ventes de PC à Noël ont commencé à décroître. Et on sait aujourd'hui que les ventes de terminaux mobiles dépassent celles des PC. Vos organisations, elles changent également. Vous avez des nouveaux postes, des Head of Mobile,
ça commence à arriver. Vous avez des équipes dédiées sur le mobile qui commencent à être internalisées. Les compétences aussi sur le marché étaient très rares il y a 4 ans. Aujourd'hui, elles tendent à l'être de moins en moins. C'est pas non plus aussi facile à trouver qu'un javaïste ou un .NETiste. Mais néanmoins, on en trouve de plus en plus. Vos applications, celles que vous faites aujourd'hui, elles vont être stratégiques pour votre business de demain. C'est pour ça qu'on a souhaité vous parler de nouvelles pratiques qui permettent de les professionnaliser et de les rendre stratégiques. Alors ce matin, nous aurons l'intervention de Stéphane Prohaska et Cédric Pointel qui vont nous parler de la partie construction d'une application. On est plus dans la partie développeur, donc il y aura des morceaux de code et de la technique, mais n'ayez pas trop peur. Ensuite, on parlera des nouveaux enjeux sur le déploiement des applications et des terminaux avec Hervé Lourdin. Et pour finir, Maxence Walbrou nous expliquera et nous parlera de la vie des applications après qu'elles ont été construites et une fois qu'elles sont diffusées dans la nature. C'est là que leur vraie vie commence. Bonjour à tous, donc je suis Stéphane Prohaska, avec moi Cédric Pointel, nous sommes tous les deux consultants chez Octo Technologies dans l'équipe mobilité. Et donc nous allons aujourd'hui vous parler des outils et des écosystèmes des plateformes mobiles. Alors évidemment, comme l'a dit Olivier Martin, nous allons un peu parler technique, mais je vous rassure, on ne va pas du tout vous montrer de ligne de code, on va essayer quand même de rester, de prendre de la hauteur malgré tout. On va plus particulièrement aujourd'hui parler des plateformes, des principales plateformes mobiles que sont Android et iOS. Et ces plateformes-là, comment elles sont arrivées en fait dans les SI, généralement, c'est par le biais d'un petit projet. Il fallait occuper le territoire, le nouvel espace numérique vierge qui était les stores d'applications. Donc au début, les écosystèmes étaient assez restreints, il y avait le strict minimum, mais finalement, ça faisait le job. Qu'on demandait à l'application, c'était assez simple. Et au fur et à mesure, avec l'engouement du public, ces applications-là se sont complexifiées ou ont été remplacées par des projets de plus grande envergure. Et donc là, on a commencé à retomber dans les travers qu'on a pu connaître dans les applications web. Et en parallèle, les écosystèmes ont évolué, se sont enrichis. Alors, évidemment, il y a des outils que vous avez déjà pu croiser dans les applications web. D'autres outils ont été adaptés, mais il y a aussi des outils qui sont apparus en même temps pour adresser des nouveaux besoins, des spécificités du mobile. Et chaque étape de la chaîne de production d'une application mobile, on peut retrouver justement des outils. L'écosystème est présent partout pour justement aider à améliorer, à avoir la même qualité que les projets standards IT sur les projets mobiles. Tout d'abord, quand vous voulez commencer à créer une application mobile, ce qui est d'abord important, c'est d'imaginer, de concevoir quoi, c'est la porte d'entrée de votre application, celle par laquelle vos utilisateurs vont prendre connaissance, vont connaître votre application. Et c'est l'interface. Donc, ce qu'on faisait avant, généralement, pour faire un storyboard, on prenait un paperboard, on faisait des crowbars, on mettait des post-it, ou éventuellement on réécrivait aussi les écrans, on rayait, on raturait, on déchirait le paperboard et on recommençait. De manière itérative pour après se mettre d'accord sur tout le storyboard et en même temps sur les écrans. Bon, c'était un petit peu fastidieux. Aujourd'hui, vous avez des outils qui vous permettent justement de vous faciliter la vie sur la gestion de vos storyboards et de vos écrans. Et notamment, ces outils-là en même temps vous permettent d'avoir un rendu visuel plus proche des graphiques que vous pouvez avoir sur les appareils natifs. La plupart de ces outils-là, que sont les principaux sont Proto.io ou FluidUI, existent en version SaaS et vous permettent donc aussi bien de préparer vos applications Android que iOS ou même aussi la plupart du temps HTML5
Et je crois que c'est pour Fluid UI aussi, il commence à y avoir une version bêta pour Windows Phone 8. Une fois que vous avez conçu vos storyboards, vos écrans, maintenant les développements vont s'appuyer dessus. Le problème, c'est que généralement, quand on commence à imaginer la façon dont vont réagir les écrans, comment ils vont être agencés, on se rend compte, lors de l'étape de développement, qu'il y a des erreurs. Et à ce moment-là, c'est là où l'équipe de développement va devoir affiner les écrans en corrélation avec les équipes de créa ou aussi avec les équipes métiers. Et donc là, l'idée, c'est qu'il y a des outils aussi qui vous permettent de réunir ces personnes-là autour d'un même écran et de venir affiner en utilisant des outils, donc sont Semi-Introspector ou Pony Debugger dans une moindre mesure, en utilisant justement les données réelles utilisées lors de la phase de développement pour venir ajuster, peaufiner les écrans pour avoir le rendu tel que vous le souhaitez vraiment au moment du déploiement de vos applications. Donc une fois que vous avez votre storyboard, vous pouvez vous lancer, mais avant quand même de se lancer dans le développement des applications, ce qui est important, c'est de s'organiser. On l'a vu déjà dans certains audits, ce qui rejoint la plupart des applications qui ont des problèmes, c'est un manque d'organisation. Alors quand je vous parle d'organisation, c'est utiliser des conventions. Alors forcément, je parle de conventions de nommage, formatage de code, mais c'est aussi bêtement la structuration, la hiérarchisation de vos sources et de vos ressources au sein de vos projets. Alors, quand on vient sur une application Android, c'est assez simple, on bénéficie des conventions qui viennent du monde Java. La plateforme Android vous impose une hiérarchisation particulière, donc là-dessus il n'y a pas de problème, mais généralement c'est un petit peu moins vrai, c'est moins le cas sur les applications iOS. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des conventions de nommage existent aussi sur iOS. Apple diffuse leurs propres conventions. Donc là-dessus, si vous n'avez pas en interne vos conventions, que ce soit sur du langage C ou Objective-C, vous pouvez bêtement en fait, vous appuyer sur ce qui est fourni par Apple. Mais en même temps, sur la hiérarchisation de vos données, rien ne vous empêche, vous aussi, d'avoir, nous, ce qu'on fait bêtement chez Octo, quand on crée un projet, les sources, on les organise selon une hiérarchie MVC, simplement, modèle vue contrôleur. Pour les ressources, quand il s'agit par exemple d'une application universelle, on met dans des ressources communes, on les sépare des ressources qui sont spécifiques à l'iPhone et des ressources qui sont spécifiques à l'iPad. Ce qui est aussi important, lorsque vous organisez votre projet, c'est aussi de planifier des révisions, des revues de code. Alors ça, l'intérêt des revues de code, c'est déjà de vérifier les conventions qui ont été bien respectées ou non, mais c'est aussi de vérifier que lorsque le développeur a implémenté une nouvelle fonctionnalité, c'est de vérifier par un tiers, enfin par un pair, pardon, que la fonctionnalité a bel et bien été comprise, a correctement été implémentée, et en même temps, outre cet aspect de vérification, ça vous permet de diffuser le savoir technique au sein de votre application. Vous n'avez pas maintenant une personne dédiée à une partie fonctionnelle précise, mais au contraire, cette connaissance est répartie au sein de votre équipe. Mais lorsqu'on parle aussi de s'organiser, c'est aussi extraire ses dépendances, gérer ses dépendances. L'intérêt de gérer ces dépendances, c'est d'extraire de votre code des librairies techniques, des librairies tierces, ou même des librairies que vous avez pu créer vous-même pour partager entre vos différentes applications mobiles, et justement de ne pas venir polluer votre gestionnaire de sources en utilisant justement des outils de gestion de dépendance. Alors, encore une fois, sur Android, on est un peu plus à l'aise, puisque maintenant, il y a un plugin pour Android qui vous permet de gérer ça, mais en même temps, il y a son simili-pendant qui existe sur la plateforme iOS, qui est CocoaPod. Outre l'intérêt de pouvoir extraire les dépendances de votre gestionnaire de sources, ça vous permet aussi de gérer la version de vos dépendances. Ce qui est important de savoir, c'est par exemple, en utilisant telle librairie tierce, tiens, est-ce que j'ai ce correctif de faille de sécurité, oui ou non? Ce n'est pas en mettant simplement la librairie dans votre source, en regardant la date qui correspond que vous allez avoir véritablement une information fiable, mais c'est plutôt en gérant les versions de vos dépendances. Alors évidemment, quand je parlais de création de librairie, ce qui est important aussi, c'est de documenter. Bon là, je vais rien vous apprendre de nouveau, on parle toujours de la documentation, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y en a jamais assez. Il y a très peu de gens qui, au contraire, se lancent pour en faire. C'est toujours très difficile à initier. Mais l'intérêt, justement, c'est de partager la connaissance par ces documentations. Donc là, vous avez des outils classiques qui sont déjà connus. Dans le monde Java, vous avez la Javadoc, vous avez aussi d'Oxygen qui vous permettent de faire ou de l'Objective-C,
pour ce qui nous intéresse, ou Java, mais aussi d'autres langages sont supportés. Vous avez un outil Apple Doc qui est un peu plus récent, qui vous permet de générer une documentation plus comme la documentation d'Apple. Donc ça, c'est plus facile pour être à l'aise après avec la documentation. Mais ce qui est important quand vous documentez, ce n'est pas tout documenter, c'est documenter ce qui va être visible de l'extérieur. En fait, ça ne sert à rien de documenter pour écrire des lignes de commentaires si après ça ne sera pas lu. L'important, c'est de se focaliser et de correctement mettre à jour la documentation qui sera visible de l'extérieur. Quand vous faites une librairie, ce qui est important, c'est bêtement les méthodes publiques, ce qui va après être utilisé sur les différentes équipes. Quand on parle de documentation aussi, c'est commenter. Alors là, encore une fois, commenter, ce n'est pas commenter n'importe comment. L'intérêt d'un commentaire, c'est d'expliquer le pourquoi l'implémentation a été faite ainsi, et non pas le comment l'implémentation a été faite. Normalement, le but d'un code, le but de l'écriture du code, est d'être autodescriptif. Donc vous n'allez pas avoir besoin de répéter dans un commentaire ce que vous avez clairement écrit dans du code. Un développeur sera complètement à même de comprendre, mais plutôt pourquoi. Ça, c'est intéressant, encore une fois aussi, pour le partage du savoir. Alors, comme on l'a vu, la documentation, c'est donc une tâche essentielle à tout projet informatique, qu'il soit web ou qu'il soit mobile. Mais tester, c'est aussi essentiel. Le fait de s'assurer finalement que ce qui a été produit, ce qui a été construit, se concrétise vraiment en quelque chose de fonctionnel. Demain, en fait, c'est garantir que son application soit maintenable. Alors, c'est pas s'assurer qu'elle fonctionne tout de suite, mais c'est s'assurer que demain, lorsque je vais tester mon application, ce qui est produit sera garanti comme fiable. Donc oui, forcément, je vais parler de tests unitaires. Vous en avez tous sur vos projets web. Sachez que c'est également le cas sur des projets mobiles, sur Android, sur iOS. Alors ce qui est assez marrant avec iOS, c'est que souvent j'entends dire que les tests, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez mature. Alors, iOS repose sur quoi? iOS repose sur Objective-C. Objective-C existe depuis 1983. Le premier framework pour tester ce langage-là, qui est en fait OCUnit, existe lui depuis 1998, c'est-à-dire 10 ans avant même qu'on entende parler d'iOS, avant même qu'on entende parler d'applications iPhone. Donc vous êtes capable aujourd'hui d'avoir des tests unitaires. C'est la même chose pour Android. Android repose sur Java. On n'a pas attendu qu'Android apparaisse pour avoir des tests sur Java. Donc vous pouvez mettre en place ça dès demain. Pour un développeur, c'est essentiel. Moi, personnellement, je fais tous mes projets mobiles avec des tests unitaires. Ça m'assure que demain, lorsque je vais faire une modification, lorsqu'une nouvelle fonctionnalité va apparaître 3 mois après, j'ai une alerte qui va apparaître lorsque cette modification aura un impact sur mon code. Éviter d'avoir un bug qui arrive en production. Tout le monde le sait. Corriger un bug le plus tôt possible, c'est beaucoup plus efficace que d'avoir un bug plus tard qui va avoir des impacts. Alors, tester son code, c'est bien, mais c'est aussi tester ses interfaces. Un moyen, ça peut être avec les utilisateurs finaux. Sur un dernier projet qu'on a réalisé à Octo, l'usabilité a amené des utilisateurs pour tester l'application, voir comment ils réagissent avec. Maxence en parlera mieux que moi tout à l'heure. Mais c'est également automatiser vos tests fonctionnels, c'est-à-dire s'assurer que dans le temps, aucune régression ne peut arriver. Souvent j'entends dire, mais comment ça se fait lorsque j'ai cliqué sur ce bouton-là et qu'il y a 2 semaines j'arrivais sur un écran, aujourd'hui c'est plus le cas. Pourquoi il y a cette régression? Pourquoi il y a cette erreur? Oui, désolé, j'ai fait une erreur, l'erreur est humaine. Maintenant, assurez-vous que cette erreur ne soit plus reproductible dans 3 mois. Assurez-vous que votre interface, lorsque je pars d'un écran A et que je suis censé arriver vers un écran C, je suis bien passé par l'écran B. Alors bien entendu, on ne vous demande pas de tester tous vos chemins, mais au moins les chemins nominaux, les chemins principaux. Les chemins lorsqu'il y a eu un bug, un problème. Alors bien entendu, tout ça, c'est s'assurer que son code devient maintenable, s'assurer que ses écrans sont maintenables. Mais ça n'enlèvera pas le fait qu'il faut s'assurer à un instant T que mon application fonctionne. Alors c'est s'assurer qu'elle fonctionne en conditions réelles. C'est pas s'assurer que lorsque je suis assis à mon bureau avec mon tout dernier smartphone et ma superbe connexion Wi-Fi, mon application est opérationnelle. S'assurer demain, lorsque je serai par exemple dans le métro, que je vais avoir des changements de réseau, que mon application fonctionne, que mon application n'ait pas de problème. Un exemple tout simple, on a réalisé une application pour l'aviation, une application iPad qui est censée être utilisée dans l'avion. Les développeurs sont partis avec l'iPad dans l'avion, tester avec des vrais utilisateurs. Qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené que finalement, dans un vol de nuit, avoir sur un iPad un fond d'écran blanc réveille les passagers. Ça, on ne pouvait pas le savoir avant, on l'a su vraiment en testant. Alors, c'est s'assurer également que mon application s'adapte à n'importe quel type d'écran. Android, on a de nombreux.
De nouveau, sur iPhone, c'est également le cas avec l'iPhone 5. Ce n'est plus la même taille d'écran. S'assurer aussi des performances de mon application. Un iPhone 3GS n'est pas la même chose qu'un iPhone 5. Alors un message plus pour les développeurs, souvent lorsqu'on développe une application, on utilise des outils comme les simulateurs, les émulateurs. C'est très bien pendant une phase de développement, mais les développeurs doivent valider avant de pousser une fonctionnalité à tester qu'elle fonctionne correctement sur un vrai appareil. Souvent on se rend compte de défauts, de problèmes, d'interface, de performance. On parle également de sécurité. Souvent, sur les applications mobiles, la sécurité n'est pas forcément prise en compte, mais c'est s'assurer finalement que les données qui sont dessus sont sécurisées, sont cryptées. Ça peut être un autre exemple tout simple, s'assurer avec des outils qui n'ont rien à voir avec le monde du mobile, SHA, Wireshark, qui permettent quoi? Qui permettent juste finalement de voir qu'est-ce qui transite sur le réseau, de s'assurer qu'est-ce qui communique entre mon application mobile et mon système d'information, que mes données ne sont pas visibles. Un exemple tout simple, en décembre 2012, Facebook fournit une nouvelle application. Il suffisait de se mettre entre l'applicatif et une connexion Wi-Fi pour pouvoir voir transiter quoi? Les identifiants des utilisateurs. Donc tester, c'est essentiel. C'est garantir que mon application soit opérationnelle, fiable et fonctionnelle. Alors bien entendu, comme tout être humain, on a envie d'apprendre, de progresser, de s'améliorer. C'est la même chose sur un projet mobile, c'est la même chose pour son code, garantir de la qualité. Imposez-vous des critères. Alors ça peut être des choses toutes simples. On a audité beaucoup d'applications. Souvent, il suffit d'utiliser les premiers outils qu'utilise un développeur, Xcode, Eclipse, pour avoir des premières alertes, des premiers warnings. Une application ne devrait jamais partir en production avec des warnings, alors qu'à chaque fois on en trouve. Imposez-vous ces critères, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez, par exemple, valider comment est construit votre code, la lisibilité de vos classes, de vos fonctions, pour garantir une maintenabilité fiable sur le long terme. Mais c'est également, tout à l'heure je parlais de tests unitaires, affichez vos indicateurs, par exemple le taux de couverture par les tests. À combien de pourcentage mon code, lui, est sécurisé? Prenons l'exemple de Google, qui récemment a publié la toute dernière application, Google Maps sur iOS. On apprend que cette application est testée à 90%, c'est-à-dire 90% du code de mon application est lui testé, sécurisé. Alors on ne vous demande pas d'atteindre ce seuil. Sinon, si vous demandez aux équipes d'atteindre 90%, oui, ils y arriveront, mais est-ce que les tests sont optimaux? Déjà 10%, c'est déjà énorme. La plupart des audits, on se retrouve avec 0 test unitaire. Une couverture donc de 0% du code. Sur Android, un exemple tout simple, Sonar, une plateforme qui vous permet de gérer votre qualité. Alors cet exemple n'a pas beaucoup de métriques. Il date de la semaine dernière. On a démarré un nouveau projet Android, c'est-à-dire que le projet a à peine démarré, que nous avons déjà mis en place les outils pour avoir nos indicateurs, pour pouvoir voir la qualité de notre application. Un des développeurs me disait même que c'est grâce à ces outils qu'il apprend à programmer, alors que pourtant il est déjà très très bon. Tout à l'heure je parlais de tests unitaires, on a les informations, on sait combien de tests passent, on sait combien on a de couverture. On parlait de lisibilité, on parlait de documentation, vous avez ces indicateurs. Alors comme le disait Stéphane, documenter c'est pas forcément chercher à avoir le code le plus commenté possible, mais c'est commenter le pourquoi. Également la complexité. S'améliorer, ça n'arrête pas forcément au niveau de vos équipes de développement, ça n'arrête pas forcément au niveau du code, mais c'est aussi participer à la communauté, aller aux événements. Le mobile est de plus en plus présent parmi nous, de plus en plus de conférences apparaissent. Allez-y, vous apprendrez des choses sur des nouveaux outils, sur comment mettre en place une application, sur comment garantir que votre application monte dans les classements. Mais c'est également participer à cette communauté de la mobilité. Un exemple tout simple que j'aime beaucoup, c'est Stack Overflow, qui est l'un des principaux outils utilisés par les développeurs. Parfois, il est bloqué chez vous. C'est-à-dire que les développeurs sont obligés de trouver des moyens pour contourner, pour pouvoir accéder à ces outils qui leur permettent de régler des problèmes pour vos applications. Un exemple, au mois de mars, allez à Amsterdam à cette conférence, vous aurez forcément des sujets intéressants sur le social, sur la sécurité, sur iOS et sur Android. Certaines de ces présentations sont même faites par des personnes de chez Google. Alors, sur tout projet mobile, forcément, on arrive toujours à cette étape qui est le déploiement. Comment je vais distribuer mon application, pas sur les stores, mais à mes testeurs. Comment je vais pouvoir vérifier mon application avant. Alors, il y a 2 ans, 3 ans, c'était simple. On allait voir l'équipe de développement, on leur fournissait les différents téléphones. Et l'équipe de développement se chargeait de pousser sur ces téléphones les applications
pour ensuite aller fournir ces téléphones aux bêta-testeurs. À chaque version, il fallait aller voir l'équipe, etc., etc. On l'a dérangé. Après, bien entendu, il est arrivé d'autres solutions, comme pouvoir directement poser une application sur un serveur web. Mais en fait, il y a d'autres outils actuellement. TestFlight, Appaloosa permettent de distribuer vos applications à vos bêta-testeurs. Vous êtes capable derrière de gérer vos applications. Vous êtes capable de dire à vos utilisateurs d'installer telle ou telle version. Vous êtes capable de cibler vos populations. Les bêta-testeurs, le directoire, lorsqu'une version commence à être vraiment fiable. Alors forcément, derrière ça, on entend l'acronyme qu'on entend en ce moment, qui est le MAM, le Mobile Application Management. Hervé en parlera mieux que moi tout à l'heure. Alors bien sûr, une fois que l'application est déployée, ce n'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter de travailler dessus. L'application a après vie, donc il est important en fait d'analyser ce qui se passe lorsque vous avez libéré l'application. Donc tout d'abord, une première chose à faire, c'est simplement déjà d'analyser les comportements de vos utilisateurs, de pouvoir savoir si telle fonctionnalité est utile, ou si telle fonctionnalité n'est pas comprise ou est totalement inutile. Mais ça, c'est le sujet plus d'une présentation de Maxence qui vous en parlera beaucoup plus tout à l'heure. Mais analyser, c'est aussi récupérer les erreurs. Il ne faut pas se leurrer, on a parlé de tests unitaires, on a parlé de tests fonctionnels et autres. Il est impossible de tester tous les cas de figure. Une application, quand elle est vraiment lâchée, vous ne pouvez pas être sûr que vous avez testé sur tous les environnements possibles. Donc il faut accepter le fait que votre application va crasher. Ce qu'il faut être, c'est être proactif. Vous avez des outils pour être alerté, avoir des statistiques, savoir quel est le type de crash qui se retrouve le plus fréquemment, et vous permettre à ce moment-là de prioriser et de pouvoir corriger au plus vite les erreurs les plus répandues. Vous ne pouvez pas vous fier simplement sur les commentaires des stores, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un se plaint que c'est ce que la majorité de vos utilisateurs reçoit, et inversement, ce n'est pas parce que personne ne se plaint qu'il n'y a absolument pas de crash. Alors finalement, on se rend compte que toutes ces actions qu'on parle depuis tout à l'heure, qui se font sur un projet mobile, bah, c'est les mêmes choses qu'on faisait sur un projet web. On a certains de ces outils qui étaient présents sur le web qui fonctionnent aujourd'hui sur le mobile. D'autres sont apparus avec finalement cette mobilité. Alors on peut aller encore beaucoup plus loin, c'est que finalement tous ces outils, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut les industrialiser. On peut les automatiser. Vous savez tous ce que c'est l'intégration continue, vous en avez tous entendu parler, vous en avez sur vos projets web. Sachez que ça fonctionne également sur des projets mobiles. Alors Jenkins, cette solution, ce serveur d'intégration est aujourd'hui le plus mature pour le mobile. Vous êtes capable de tout automatiser. La plupart du temps, lors d'audits d'applications mobiles, on se rend compte que vous n'avez pas mis en place d'industrialisation sur vos applications. Ou sinon, ce qui a été mis en place est limité. Vos équipes sont capables de pousser les sources de vos applications sur un gestionnaire. L'outil, le serveur d'intégration, Jenkins va les récupérer, s'assurer qu'on va les compiler. Donc en effet, on retrouve les actions qu'on discutait précédemment, s'organiser, tester. Mais en fait, ça allait beaucoup plus loin. Quand tout à l'heure, je parlais de tests unitaires, quand tout à l'heure, je parlais de tests fonctionnels, ces tests unitaires exécutés par l'équipe de développement, ces tests fonctionnels par la MOA, vous pouvez les automatiser. Ce n'est plus à vos équipes de les exécuter. L'outil le fait pour vous. L'outil s'assure qu'en permanence, votre application est stable, que les tests fonctionnent. Stéphane parlait de documentation, que c'est essentiel de documenter. On parlait de génération de documentation. L'outil est capable de le faire pour vous. On parlait de s'améliorer, d'avoir de la calimétrie, d'avoir des indicateurs, de se fixer des seuils. Vous pouvez les intégrer. Être alerté dès qu'un nombre de warnings trop important arrive. Être alerté lorsqu'on arrive à un certain taux de couverture trop bas. Vous pouvez avoir ces indicateurs. On parlait de déploiement. C'est également automatisable. Vous êtes capable en bout de chaîne de déployer vos applications. Ce n'est plus quelqu'un qui va aller s'amuser à déposer ça sur un outil. C'est l'outil qui va le faire pour vous. Sur mon dernier projet que j'ai réalisé à Octo, nous avions tout ça en place. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un développeur poussait une seule ligne de code, l'application était compilée, l'application était testée, l'application était documentée. Nos outils nous informaient de la qualité de notre code généré. Cette application était déployée en permanence à nos bêta-testeurs. C'est-à-dire qu'en permanence, ils avaient la dernière version, ils étaient capables de nous faire des retours le plus tôt possible pour améliorer l'application. C'est ça qu'il faut mettre en place demain, c'est ça en fait, professionnaliser ces développements. Alors on peut voir beaucoup plus loin. À gauche, on avait vos équipes
Imaginez que demain, ce n'est plus vos équipes, mais vous mettez vos partenaires. C'est-à-dire que vos partenaires vont travailler avec votre usine de développement. Vous pouvez leur imposer vos pratiques, vos indicateurs, vos qualités. Alors forcément, finalement, ce terme d'usine de développement ne serait plus vraiment approprié. On pourrait parler d'usine de livraison. C'est-à-dire que cet outil qui était actuellement utile pour vos équipes de développement, pour vos développeurs, peut être utilisé par le marketing. C'est-à-dire que le marketing est capable, en un clic, de déployer une nouvelle version sur un marché spécifique avec du contenu spécifique à n'importe qui. C'est ça qu'il faut mettre en place. Alors bien entendu, on a vu qu'il existe de nombreux outils. Des outils qui étaient sur le web, des outils qui apparaissent sur le mobile. Pour améliorer votre qualité, utilisez-les, mettez-les en place dans vos équipes. Vous êtes capable de les intégrer à tout votre processus de développement, puisqu'ils sont automatisables. Mais voyez beaucoup plus loin finalement, c'est aller imposer vos pratiques, vos processus, demain à vos partenaires, pour garantir les meilleures applications et les applications fiables sur les stores pour vos clients. Merci de votre attention. Merci. Si vous avez des questions, on peut en prendre quelques-unes. On pourra en reprendre plus tard à la fin des différentes présentations, pour histoire d'optimiser le temps au prochain speaker. Non, vous n'avez pas de questions pour le moment? Vous pouvez toujours bien nous... Ah, si. Oui. Alors, donc, votre question, c'est savoir s'il y a des outils ou des protocoles pour vérifier aussi bien la partie mobile que la partie service du côté du SI. Alors, non, là-dessus, à ma connaissance, je ne sais pas si toi tu en connais, non, il n'y a pas d'outil qui vous permet justement de vérifier cette chaîne, en fait, bêtement, quoi. Outre des outils qui existent déjà pour tout ce que vous aviez déjà lors de la communication interapplicatif au sein du SI. Donc là-dessus, il n'y a pas d'outils spécifiques pour le mobile. Généralement, après, plutôt comme best practice, mais bon, ça, je pense que c'est une norme maintenant qui est assez accordée, c'est juste respecter le fait que la communication entre un mobile et puis votre application, enfin, votre SI soit une enveloppe assez courte, donc c'est plutôt utiliser du REST avec une enveloppe JSON. Sinon, il n'y a rien de particulier là-dessus. merci. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Lourdin, je suis en charge d'une équipe chez Octo qui s'appelle Octo Online, qui a pour motto de partager et de vendre sur le web des outils qu'on fait en premier lieu pour nous-mêmes. Et un des premiers produits sur lesquels on a travaillé est en lien avec la mobilité, on en parlera après, ça s'appelle Appalooza. Je dois vous concéder quelque chose. J'ai un petit peu menti sur mon titre. Je disais gérer vos apps, pas vos devices. En fait, j'aurais dû appeler la présentation gérer plus vos apps, moins vos devices. Il n'est pas question d'abandonner la gestion des terminaux mobiles en entreprise, mais la présentation va s'axer sur ces nouveaux enjeux qui gravitent autour des applications. Bon, je vais redire ce qu'a dit Olivier tout à l'heure. Je crois que maintenant c'est bien ancré dans nos têtes. La mobilité, c'est plus si nouveau. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a des téléphones portables dans les mains. Ce qui est nouveau, c'est que de plus en plus, on les utilise constamment. Il y a des stats qui montrent qu'on utilise tout le temps notre téléphone. Je crois avoir vu que 77% des possesseurs de smartphones ne sortent jamais sans leur téléphone. Ça devient quasiment un sujet d'angoisse. On l'utilise tout le temps, de plus en plus, et surtout en fait on est en train de vivre là, à la fin de l'année, en 2014 pardon, on va
on va plus utiliser notre téléphone portable pour aller sur Internet que nos ordinateurs fixes. Enfin, ça c'est quand même relativement dingue. Pour information, c'est déjà le cas en Inde. C'est-à-dire en Inde, on surfe plus sur le web avec un mobile qu'avec un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, un browser desktop. Ce que je veux dire en parlant de ces chiffres-là, c'est tout simplement indiquer qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment un sujet. La mobilité, c'est une commodité. Elle envahit notre quotidien. Elle envahit aussi celui des entreprises. Voilà, maintenant, ça fait 4 années qu'on commence à développer, même un peu plus, des applications sur ces nouvelles générations de mobiles. Et dernièrement, en fait, je lisais cette stat-là qui disait 78% des entreprises utilisent des applications mobiles ou planifient de le faire dans les 18 mois à venir. Alors, pardon, applications mobiles personnalisées. Sous-entendu, soit elles ont construit une application à façon ou utilisé une application déjà existante qu'elles ont personnalisée pour leurs propres besoins. Le message, c'est que ça y est, les applications sont dans notre SI, les téléphones portables sont dans l'entreprise, et très rapidement, bien entendu, il a fallu adresser cet enjeu de gestion de ces nouveaux terminaux qu'on n'avait pas l'habitude de voir débarquer et interagir avec notre système d'information. Alors les premières solutions qui sont arrivées, tout simplement, c'était des solutions qui cherchaient à contrôler le périphérique, le device. L'objectif, c'était j'ai une flotte mobile qui vient interagir avec mon entreprise, j'ai besoin de la contrôler. Cette génération d'outils qui est apparue maintenant il y a plusieurs années s'appelle le Mobile Device Management. Alors le Mobile Device Management, c'est quoi? En fait, c'est une équation assez simple. Ça cherche à administrer un parc de devices et l'associer à un parc d'utilisateurs, sous-entendu mes employés, qui vont interagir avec mon entreprise. Et ça c'est un peu les deux atouts clés d'une solution de Mobile Device Management. On sera donc focalisé sur la gestion du périphérique. Ces solutions, elles sont pas nouvelles. Ça fait 4 à 5 ans qu'on avait déjà ce genre d'outils. Quand on était encore à utiliser du Windows Mobile, on avait des parcs de Windows Mobile à manager, avec des solutions de Mobile Device Management qui faisaient quoi majoritairement? La première chose, elle s'assurait qu'on sécurisait tout ce qui était Personal Information Management, donc toutes les informations de contact sur les gens dans l'entreprise, sécuriser les informations de type agenda. Ça, c'est diffusé par ce genre de logiciel-là et sécurisé par ces produits-là. Deuxième point important, on voulait s'assurer qu'on n'allait pas installer tout et n'importe quoi sur ces périphériques qui allaient interagir avec le système d'information. Donc, avoir une liste d'applications autorisées, d'applications préinstallées éventuellement, et puis aussi une blacklist. Donc, par exemple, non, tu n'installeras pas Facebook sur le téléphone de l'entreprise. Ça n'est pas professionnel, je ne souhaite pas voir apparaître ce genre de produit-là. Troisième point, fonctionnalité autour de la géolocalisation. Le téléphone est quelque chose de petit qui peut se perdre, on a des informations relativement importantes qui y sont contenues, donc on souhaite pouvoir le géolocaliser, alors pas pour j'ai envie de dire espionner ses collaborateurs, mais plus pour agir en cas de perte du téléphone, soit verrouiller le téléphone avant de le retrouver éventuellement, soit effacer les données tout simplement, ou plus clairement le rendre inopérant. On parle de fonctionnalité de time bomb par exemple, c'est-à-dire voilà, le téléphone est perdu, je veux faire en sorte qu'il ne soit plus utilisable, on efface les données et on le bloque complètement. Alors donc ces acteurs, je vous le disais, ils sont là depuis un certain temps. Si on regarde le marché tel qu'il était en 2009, il est assez intéressant à regarder. C'est un marché qui était occupé essentiellement par les très gros acteurs du monde de l'édition logicielle et plus particulièrement des briques d'infrastructures logicielles, et aussi par les gros éditeurs de l'époque. Donc en 2009, on voit, on a Sybase qui avait une solution qui existe toujours aujourd'hui qui s'appelle Afaria, Microsoft, Tivoli, donc plutôt des outils d'infrastructure, HP, Symantec, Microsoft qui avait ses outils aussi, bien entendu. Voilà, ça c'était les acteurs qui occupaient le marché en 2009. Et puis en fait, il est quand même arrivé quelque chose, c'est qu'à cette même époque-là, on a quand même vu naître de nouvelles plateformes et d'autres mourir, j'ai envie de dire. On peut assez voir nettement cette pente de ski incroyable de la chute de Symbian, qui était quand même la plateforme de référence il y a encore quelques années, qui aujourd'hui n'existe plus finalement. RIM, qui était quand même une plateforme de prédilection, donc, qui a embarqué son propre MDM. BlackBerry propose son logiciel intégré pour gérer ses flottes de mobiles. Et puis Windows Phone. Il s'est passé ça, et ce qui est à noter surtout, c'est l'augmentation de deux nouvelles plateformes, le monde de l'iOS et le monde de l'Android, avec un nombre de terminaux assez incroyable.
Ça a été un coup dur, j'ai envie de dire, pour les acteurs historiques du monde du MDM, parce qu'ils ont dû parier sur de nouveaux chevaux. Les chevaux sur lesquels ils avaient investi sont morts, pour ainsi dire. Hein. Windows Mobile a cédé sa place à Windows Phone. Et donc, du coup, il a fallu réinventer, revoir la façon dont allaient gérer les terminaux, qui répondaient à des paradigmes assez différents. 2011, cadran du Gartner. Et ben voilà, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé après la grande vague iPhone Android qui a un peu secoué toute cette scène, ça y baisse toujours, mais surtout des nouveaux acteurs. Alors Good Technology, acteur assez historique dès la naissance de l'iPhone, ils se sont positionnés pour pouvoir gérer les flottes de périphériques Apple, AirWatch, Mobile Iron, et on voit que la plupart des autres acteurs qu'on voyait auparavant sont soit sortis carrément de la map ou relégués à des places moins glorieuses, j'ai envie de dire. Pour vous montrer que ce marché il est en essor complètement, 2012, le Gartner publie son nouveau cadran et à nouveau on voit les nouveaux acteurs, ces pure players qui sont nés avec ces nouvelles plateformes telles que Mobile Iron, AirWatch, Zenprise, Good Technology qui a perdu de sa superbe. Good Technology avait fait un pari un peu particulier d'embarquer dans une application tous les outils pour gérer la flotte et ont pas trop réussi à surfer sur la vague, sont descendus dans les cadrans. Et on voit tout de même revenir SAP qui est en fait, bien entendu, Sybase et ce logiciel dont je vous parlais tout à l'heure. Mais globalement, il y a eu beaucoup d'écrémage sur ces acteurs historiques du monde du mobile device management. Si on regarde un petit peu quels enjeux on adresse finalement avec une plateforme de MDM, alors je prendrais ce prisme d'analyse des enjeux de la mobilité en entreprise. En fait, un MDM va très bien vous permettre de gérer votre device, votre réseau, va adresser les enjeux utilisateurs, donc en fait la capacité à connecter vos référentiels utilisateurs de l'entreprise avec les périphériques que vous allez distribuer, et puis gérer, je l'ai mis en orange, gérer les applications dans une moindre mesure. C'est des plateformes, d'ailleurs les pure players s'en sont mieux sortis que les autres, puisque c'était ça la grosse révolution finalement. C'est la naissance de cet écosystème applicatif sur le terminal qui était finalement avant très limité, qui était built-in sur les périphériques qu'on vous donnait. Et avec l'arrivée de l'iPhone et d'Android, on avait plein de nouvelles applications. Donc les MDM se sont un petit peu déplacés, proposant des fonctionnalités pour pousser des applications sur le téléphone, mais pas beaucoup plus. Et puis est arrivé un phénomène intéressant, la vague BYOD, Bring Your Own Device, donc cette vague qui est née pas mal aux États-Unis, puis aujourd'hui qui est là en France, c'est-à-dire tout le monde vient avec son... Voilà, les taux de pénétration sont en train d'exploser pour les achats de téléphones mobiles, tout le monde en a un dans la poche, de plus en plus, et tout le monde a envie de venir avec son téléphone dans l'entreprise. Et ça a beaucoup changé la donne. Quelques chiffres, 84% des salariés utilisent un appareil électronique personnel à des fins professionnelles. Ce chiffre m'apparaît juste énorme. On ne peut pas nier l'invasion de ces outils fortement connectés à l'intérieur de notre SI. Chiffre qui fait un peu plus peur. Plus de 2/3 des entreprises sondées ne savent pas que leurs employés utilisent ainsi ces terminaux. Donc ça, c'est un peu l'ère de la prise de conscience. Dernière statistique, 48% des employés souhaitent accéder aux ressources dans l'entreprise avec leur device mobile personnel ou depuis la maison. Ça, c'est extrêmement important. On est en train de réduire la fracture pro-perso. Les employés veulent interagir avec le SI, veulent finalement gagner en souplesse dans leur capacité à interagir avec les ressources de l'entreprise. Alors ça, bien entendu, c'est le cauchemar des directeurs de la sécurité de votre SI, voir arriver ces périphériques d'un petit peu partout. La réponse a souvent été non. Tu n'utiliseras pas ton téléphone personnel avec l'entreprise. Et puis il y a eu un dernier drame, celui-là. Ça c'est un joli soir de Noël. Un exécutif reçoit un iPad. Il est très content, il le déballe, il joue avec. Il trouve que c'est le plus bel objet qu'il ait jamais eu en main. Et le lendemain de Noël, il reprend le travail et puis il dit connectez-moi ce truc au système d'information, s'il vous plaît. Je veux que ça marche, c'est formidable. Et là, le RSSI dit non une fois, mais à la deuxième fois, il craque et il dit oui. Et les tablettes ont envahi finalement le SI, notamment par les fonctionnalités managériales qui sont arrivées avec et du top management souvent par là. Ça a été un grand véhicule pour booster le Bring Your Own, souvent le premier prétexte. Alors, l'arrivée du Bring Your Own Device, ça a un peu secoué les mentalités. Pourquoi ? Parce que
quand on arrive dans l'entreprise avec un périphérique personnel, si on applique la politique de gestion de périphérique que nous propose le MDM, on dit bah voilà, je vais vouloir contrôler ton périphérique, je vais enrôler ton périphérique dans ma flotte de périphériques gérés par mon MDM, et donc bah, si tu le perds, je pourrais l'effacer, je pourrais géolocaliser ton terminal, t'empêcher d'installer des choses. Là, généralement, les gens me disent non, non, contrôler mon téléphone, ma tablette, ça m'apparaît complètement improbable, tu ne feras pas ça. Grand dilemme, est-ce que je dois dire non par défaut à tout le monde et donc ne pas profiter de cette opportunité de donner plus de souplesse à tous mes employés, finalement d'utiliser cette envie d'utiliser son téléphone portable comme un levier pour faire du business de manière plus souple, étendre notre périmètre d'activité. Donc tout le monde s'est un peu creusé la tête globalement, et c'est à cette même époque qu'on a vu apparaître une nouvelle génération de produits qu'on appellera Mobile Application Management, qui, à la différence finalement des Mobile Device Management, des solutions de Mobile Device Management, va se focaliser sur les utilisateurs, mais aussi sur les applications, surtout sur les applications. Alors, finalement, si on essaie de comparer les deux approches, une est très focalisée sur du push et l'autre sur du pull. Si je prends un exemple des deux approches différentes de ces solutions, ça serait par exemple pour la distribution des applications mobiles et de leur mise à jour. Imaginons que j'ai conçu une application pour mon entreprise, je souhaite que les salariés puissent l'avoir sur leur téléphone. Avec une solution de MDM, je vais enrôler le téléphone dans ma flotte, du coup avoir le droit de pousser des applications contre le gré ou pas de l'employé, puisque maintenant le téléphone est manipulable par le logiciel de device management, et je vais lui pousser l'application, et dès qu'il y aura une mise à jour, je lui pousserai l'application de manière silencieuse ou pas, mais en tout cas je pourrai m'assurer que je vais lui envoyer cette application là. Dans une approche Mobile Application Management, on est dans une optique un petit peu inverse. On va proposer des applications à des utilisateurs. S'ils sont autorisés à les télécharger, ils vont la télécharger une fois. Et à chaque fois qu'ils lanceront l'application vérifiera sur le Mobile Application Manager si une nouvelle version est plus récente est disponible et la tirera sur son périphérique. On sent bien que les approches sont relativement différentes. Dans un cas, on propose et on s'assure qu'on autorise les gens à y accéder, et ensuite on s'assure qu'ils peuvent télécharger lorsqu'ils en ont réellement besoin la nouvelle version d'une application. Ça a aussi un intérêt, c'est que ça évite de chercher à contrôler 100% de tous les périphériques du parc. Si on creuse un petit peu les différents grands enjeux adressés par une solution de Mobile Application Management, on voit que ce n'est pas exactement le même territoire que le MDM. Donc le premier, je viens d'en parler, c'est les concepts de store d'entreprise. Donc en fait, on va avoir un magasin, un store, dans lequel on va déposer des applications et qui va avoir deux rôles. Un, vous informer de ce qu'il est possible de télécharger sur votre périphérique. Deux, vous informer, être consulté par l'application elle-même pour savoir si une mise à jour est disponible. Deuxième grande fonctionnalité proposée par les produits Mobile Application Management, les feedbacks, les retours utilisateurs. En fait, par le truchement d'outils de type store d'entreprise, en fait, vous allez pouvoir voter pour dire cette application elle est bien, ou alors j'ai rencontré des problèmes, donner des commentaires, et donc du coup donner finalement la parole aux utilisateurs à l'intérieur de l'entreprise. Troisième point, l'analytics. Alors je devrais parler de stats. On va plutôt sur un Mobile Application Management, une solution de Mobile Application Management, plutôt se focaliser sur les statistiques de téléchargement, connaître le nombre de périphériques de différentes natures qu'on a dans son parc. Donc par exemple, il y a 4 typologies de devices Android qui ont téléchargé cette application, dans quelle proportion, savoir combien de personnes ont téléchargé la dernière version du logiciel et combien de personnes dans mes employés utilisent l'avant-dernière par exemple. Donc avoir tout ce genre de statistiques-là. On peut aller plus loin que ça, mais on va tomber dans le périmètre d'autres outils dont Maxence parlera tout à l'heure, qui font vraiment de l'analytique sur les comportements d'utilisation des applications. Point très important, l'identité. Donc, le permettre en fait d'utiliser des périphériques personnels au sein de l'entreprise, c'est bien, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. On parle de sécurité, on parle de ressources de l'entreprise, et il faut être sérieux avec ça. Et donc gérer les autorisations finalement d'accès à ces applications-là. Donc ce que proposent les solutions de Mobile Application Management, c'est finalement d'être détenteur de l'interaction avec les référentiels d'identité de l'entreprise, et de s'assurer que seuls les employés habilités A pourront télécharger les applications qu'on souhaite leur proposer. Donc du coup, le MAM fera réellement cette interconnexion entre mon référentiel d'autorisation, l'intégrer si l'entreprise n'en a pas, il le propose nativement, et les applications disponibles.
Ça va permettre aussi autre chose, c'est qu'en cas de départ d'un employé, puisque là ça devient un petit peu plus épineux, si un employé quitte la société, quitte cet écosystème d'applications mobiles, il va avoir des applications mobiles installées sur son périphérique. Or, on vient de le dire tout à l'heure, dans une dynamique de mobile application management, on ne va pas contrôler le device. Donc on ne pourra pas supprimer l'application qui est installée sur le périphérique. Pour ça, en fait, on va opter pour des paradigmes un petit peu différents. À l'image de ce qu'on faisait pour vérifier si une mise à jour était disponible, en fait, on va insérer via un toolkit, en fait, au moment du développement, on va faire appel à des services qui vérifieront à l'exécution de l'application que l'utilisateur fait toujours partie de la base de référentiel d'identité de l'entreprise et donc autorisé à l'exécuter. Si ce n'est pas le cas, on rendra inopérante l'application. Donc finalement, alors après on peut imaginer des mécanismes un petit peu plus sophistiqués, s'assurer que si c'est pas connecté au SI depuis plus de 30 jours, il pourra plus lancer l'application sauf à se reconnecter. Enfin, en fonction de la sensibilité de l'information qui est contenue, si on veut vérifier que les utilisateurs sont habilités à exécuter l'application, on pourra le faire. Dernier point, la sécurité, en fait c'est pareil, on va vouloir aussi garantir que les applications ne proviennent pas de nulle part et donc du coup s'assurer qu'elles sont forgées avec des certificats qui garantissent l'acteur qui l'a construite et donc aussi sa distribution. Dernier point, la productivité des développements, on en a parlé juste avant. En fait, les solutions mobile application management finalement savent s'interfacer avec la chaîne de développement logiciel. Typiquement, on va avoir des plugins qui vont permettre en fait de s'interconnecter avec un outil d'intégration continue comme Jenkins et que lors de chaque build, chaque nouvelle compilation, dès qu'une ligne de code est modifiée, en fait, les personnes concernées par le projet vont recevoir une notification en leur disant il y a une nouvelle version qui est disponible sur le store, tu peux la télécharger, ou tout simplement lancer leur application et être informés qu'ils vont télécharger immédiatement une nouvelle version. Et ça, le segmenter éventuellement par population d'utilisateurs dans le projet. Imaginez un store d'entreprise dédié à des testeurs, un store d'entreprise dédié à du top management qui va vérifier une application avant d'être envoyée sur un store public, etc. Si on reprend la matrice d'analyse que je vous proposais tout à l'heure, finalement, le mobile application management va être beaucoup moins, bien entendu, compétent, si j'ose dire, sur le monde du device. C'est pas son objectif, il cherche pas à le contrôler. Il va plutôt avoir un acte de recensement pour connaître un petit peu son parc, mais il le contrôlera pas pour autant. Le réseau, c'est pas vraiment son sujet. Par contre, les grands points forts seront sur sur les utilisateurs et sur les apps. Parce que là, réellement, on va avoir un gros levier sur la gestion des apps, qui, de notre point de vue, est quand même l'asset un des plus importants de l'entreprise. Donc voilà, les deux approches sont différentes. MAM versus MDM. C'est pas pour autant qu'elles sont pas complémentaires. Si vous êtes dans une dynamique où vous souhaitez fournir le périphérique à vos employés, une solution de MDM va être intéressante et importante parce qu'il faudra quand même que vous maîtrisiez ces produits qui sont votre propriété, enfin qui sont la propriété de l'entreprise. Si au contraire vous souhaitez embrasser une démarche Bring Your Own Device, le MAM va plutôt satisfaire vos besoins. Au demeurant, les acteurs du MDM aujourd'hui sont faiblement matures sur la gestion des applications. Ça change, ça bouge dans le temps, mais c'est pas leur sujet immédiat de prédilection. Donc nous, on pense que le mariage des deux, il est carrément intéressant et permet vraiment de séparer les deux sujets, les devices et à côté les applications. On pense aussi que chercher obstinément à vouloir maîtriser le parc de terminaux, c'est quelque chose qui est une bataille finalement assez vaine. Aujourd'hui, on a envie de le faire, c'est les terminaux de l'entreprise, on veut contrôler des choses, mais la fragmentation du marché en termes de périphériques nous a bien démontré que ça allait très compliqué de savoir gérer 100% des périphériques. Ils auront tous un peu leur spécificité et finalement c'est les applications qui sont votre actif le plus important. Nous chez Octo en tout cas on a cette conviction là, c'est pour ça que depuis 2 ans maintenant on a travaillé sur un produit de mobile application management, qu'on vend ça depuis 1 an en ligne et qu'on crée des stores d'entreprise et qu'on diffuse des applications avec un produit qui s'appelle Appaloosa dont je vous parlais tout à l'heure. On a fait le tour des différents enjeux qui gravitent sur le mobile en entreprise. Il y en a 2 qu'on n'a pas abordés, qui nous apparaissent assez importants, qui ne sont pas adressés par des solutions de MDM ou de MAM, mais qui sont néanmoins des enjeux à adresser pour gérer vos assets mobiles en entreprise. Le premier, c'est la charte, alors charte, mauvaise traduction de policy, ou comprendre charte utilisateur, ce contrat qui unit vos employés à l'entreprise sur la bonne utilisation, les bonnes frontières entre perso,
pro, de ce qu'on est autorisé à faire avec l'infrastructure de l'entreprise. C'est super important de le border. Aujourd'hui, c'est assez émergent. En France, on est un petit peu moins en avance. On a des contraintes juridiques qui sont là, et il y a pas mal de gens qui commencent à réfléchir à comment implémenter des démarches Bring Your Own, à permettre sereinement l'entrée du périphérique personnel dans l'entreprise, avec quelque chose de correctement bordé, un contrat, j'ai envie de dire, entre les employés et les employeurs. Le dernier point, qui est vraiment un sujet à creuser selon nous dans les années à venir, enfin dans les mois à venir, j'ai même envie de dire, c'est le sujet de la donnée. L'application renferme vos assets business, vos logiques métiers, des choses très très importantes, et je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur cette gestion-là. Mais les données sont elles aussi très très importantes. Il y a beaucoup de données qui vont transiter par le truchement des applications sur ces téléphones portables, et il faut travailler à leur sécurisation et à la maîtrise de ces données qui vont se balader un petit peu partout dans la nature. Alors bon, bien entendu, la règle ultime s'applique toujours. Si c'est vraiment important, ne le mettez pas sur un périphérique mobile. Mais au demeurant, il est important de travailler cet aspect-là. Il n'y a pas encore beaucoup de solutions sur le marché. On sent des acteurs qui cherchent là-dessus à créer des conteneurs extrêmement étanches entre le pro et le perso. J'ai lu hier une news sur BlackBerry qui fait de la pub pour son BlackBerry 10. Alors certains présage de sa mort future, mais ils sont en train de réfléchir à segmenter une partie de l'OS d'un côté pro, dans lequel on pourra finalement exécuter des applications pro et revenir dans un monde perso. On va exécuter des applis plus grand public, par exemple. Mais en tout cas, ça nous semble un sujet d'investigation important. J'en ai terminé avec cette présentation. Merci de votre écoute. Et je pense que je peux prendre jusqu'à 2 questions, si vous en avez. Merci en tout cas. Oui. Alors, donc j'essaie de répéter la question parce que c'est filmé. Je suis pas sûr de bien comprendre. C'est-à-dire, par exemple, j'ai téléchargé une version d'une application sur le canal dit de l'entreprise, et puis j'ai une autre version sur le... Alors j'ai du mal à imaginer le cas d'utilisation parce que a priori soit cette application elle vous est privée, auquel cas vous la téléchargez uniquement sur le canal qui vous unit, votre store d'entreprise, et puis si c'est une application publique, a priori vous l'aurez téléchargée sur un store public qui maintiendra sa version, et vous pourrez pas, vous ne l'hébergerez pas. Ce que font souvent les solutions de MAM ou de MDM, c'est éventuellement la référence des applis publiques en vous recommandant, dans les stores d'entreprise en fait, on vous recommande des applis publiques. Parce que l'entreprise dit ces applis-là, elles sont pas mal, vous pouvez les utiliser. Voire même on en a acheté pour vous. Il y a des licences groupées d'entreprise. Mais à la fin, vous les téléchargez toujours sur les stores publics. Donc il n'y a pas d'inconsistance finalement, parce qu'il n'y a toujours qu'une source qui est propriétaire de la dernière version de l'application distribuée. Soit elle vous est privée, soit elle est publique en fait. Ok, ça y est, j'ai compris. Donc, ouais. Donc la question, elle est comment je garantis en fait la cohérence entre des règles business que je peux implémenter éventuellement côté application mobile et des règles métiers qui seraient implémentées côté web et s'assurer que ces règles sont bel et bien similaires. Alors ça c'est une question vraiment d'archi pour le coup, c'est pas du mobile application management ou du MDM qui vont répondre vraiment à cette question-là. Bien entendu, si vous déportez une logique métier dans l'application mobile, le MAM va vous permettre de vous assurer d'avoir toujours la dernière version qui soit en ligne avec ce qui se passe. Après, il n'y a pas de secret. Si le service est réellement consommé, est réellement commun, si vous avez une approche orientée composant d'entreprise, vous consommerez à peu près les mêmes choses, les exposerez probablement de manière différente en fonction de ce que vous allez en faire sur votre application tierce, donc que ce soit l'application web ou l'application mobile. Voilà, enfin les services web consommés généralement sont les mêmes avec un middleware entre les deux s'il faut reformater la donnée pour qu'elle soit pertinente sur du mobile, quoi. Mais globalement c'est ça. Et le MAM va vous permettra de vous assurer d'avoir la dernière version de l'appli, quoi. C'est tout.
Après, il y a un sujet de gouvernance des services dans l'entreprise, quoi, clairement. Mais finalement, c'est un problème que vous pouvez rencontrer avec un client lourd et puis un deuxième produit web. Voilà, enfin, c'est vraiment de la gouvernance d'entreprise et du cadencement. Effectivement, si vous consommez des services d'entreprise communs, il faudra orchestrer ça, quoi. Une dernière question? Oui? Est-ce qu'il existe des bonnes pratiques pour des couples d'utilisation smartphone-tablette? Vous dire dans la façon de gérer ça, je suis pas certain de comprendre exactement ce que vous cherchez à faire. Encore une fois, les solutions pour le coup de MDM ou de MAM, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont la rattacher à une personne. Donc ça va vraiment singer entre guillemets la vraie vie, qui est de dire les périphériques sont somme toute assez personnels et donc liés à une personne. Et on verra le parc de périphériques associés à l'utilisateur. Ça, c'est les pratiques qu'on voit émerger finalement. Alors il est vrai que la tablette qui se passe de main en main, ça c'est un petit peu plus compliqué parce que le modèle est vraiment pensé pour des usages intimes à la personne, quoi. Voilà, la personne est propriétaire du device qu'elle utilise. Voilà, c'est ce que je vois classiquement apparaître. Je ne sais pas si ça répond très bien à votre question en fait. D'accord. J'en connais pas à ce jour. Et puis en plus, les constructeurs vont pas nous aider parce que les form factors divergent. Enfin, ça y est, maintenant, il y a des gens qui font la totale, quoi, hein. Le smartphone, la tablette 7 pouces pour le métro, l'iPad dans la poche et le laptop à un moment donné. Donc, les bonnes pratiques deviennent compliquées avec la recrudescence de toutes ces choses-là, quoi. Et finalement, ça ne fait que accélérer l'envie d'ouvrir les portes au bring your own device finalement, parce qu'on n'a plus trop envie de gérer cette fragmentation du parc et ces end devices qui vont arriver tous les jours, et favoriser plutôt la sécurisation de l'accès aux ressources du SI, donc les applications ou les data, quoi. La dernière. Oui. Oui. Alors, comment on gère les différents form factors au niveau du dev? Alors, sur la partie développement pur, je pense qu'on pourra reposer cette question en fin de session à mes camarades précédents. Après, sur les solutions de gestion d'applications et ou de device, plusieurs approches. Enfin, de toute façon, ce qu'on fait généralement sur des stores d'entreprise, c'est que quel que soit le device que vous connectez, vous ne verrez que les applications qui sont pertinentes pour votre device. Voilà, c'est vrai que... Oui. Ok. Je vous invite, on note cette question-là et on en reparle à la fin, parce que pour le coup, moi, je ne vais pas vous apporter beaucoup de réponses sur ça. C'est des réponses qui sont soit plus techniques, soit plus orientées user experience, en fait. C'est vraiment des choix stratégiques. Éventuellement, on peut se poser la question de l'application hybride ou pas. Ça, c'est vraiment des stratégies de distribution qu'on peut avoir dans l'entreprise. On la reprend à la fin, cette question-là? Ok. Merci à vous. Je vais laisser la place à Maxence, qui va vous parler de ce qui se passe après, quand l'application est en prod. Bonjour. Donc nous vous avons parlé ce matin de nombreux sujets. Tout d'abord la construction d'une application, son industrialisation, et puis précédemment sa distribution avec Appaloosa par exemple. Le sujet dont je voudrais vous parler maintenant, ce sont les utilisateurs de vos applications. Car en effet, une application qui ne satisfait pas ses utilisateurs,
c'est une application morte. Et donc ce que je vous propose avec cette présentation, c'est de faire vivre vos applications au travers d'outils d'analyse, mais également de pratiques méthodologiques. Donc ce que nous allons voir, c'est qu'il est très important de connaître ces utilisateurs, de bien les différencier, de savoir leur répondre à leurs besoins. Et pour cela, on va commencer par les atteindre. La première atteinte se fait majoritairement par les stores d'applications. Donc nous allons voir comment réussir cette mise en store. En octobre l'année dernière, le nombre d'applications sur le Play Store, le store de Google, a dépassé le nombre d'applications sur l'App Store. Donc aujourd'hui, quand vous sortez une application, elle se retrouve perdue parmi 700 000 concurrents. Donc il va falloir bien préparer cette sortie et répondre à des questions stratégiques. La première de ces questions, c'est sur quel store vous voulez proposer votre application. Sur iOS, il n'y a pas de débat, c'est l'App Store, à moins que vos utilisateurs aient jailbreaké leur device, auquel cas vous avez d'autres solutions. Sur Android, vous avez le Google Play Store, mais également beaucoup de stores alternatifs, dont un en particulier qui peut être intéressant pour vous. Il s'agit de l'Amazon App Shop, un store qui est sorti il y a quelques années et qui propose aux utilisateurs de télécharger des applications avec quelques avantages. En effet, sur ce store, il existe moins d'applications, on en dénombre à peu près moins de 100 000 par rapport à 700 000, et du coup, votre application pourra ressortir plus facilement parmi ces 100 000 applications. De plus, elle propose également un système de promotion. Vous pouvez faire devenir votre application gratuite, la rendre gratuite pour une durée déterminée, et donc la faire remonter dans les rangs et qu'elle soit plus visible. C'est donc un store qu'il vous faut analyser et choisir si oui ou non vous voulez l'utiliser pour déployer vos applications. Ensuite, une fois que vous avez choisi vos stores, vous allez pouvoir préparer la sortie de l'application à proprement parler. Pour cela, il va falloir penser à la date de publication de votre application. C'est une date qui doit être choisie dans l'année, mais également dans la semaine, afin de favoriser un nombre maximal de téléchargements. Par exemple, Gameloft, grand éditeur de jeux vidéo, choisit la première semaine de décembre pour sortir ses applications. Pourquoi ? Pour qu'elles aient le temps de monter dans les rangs et qu'à Noël, quand les gens reçoivent des tablettes ou des smartphones, ils puissent voir tout de suite ces applications dans la catégorie jeux. Ainsi, vous voyez, la date de publication est extrêmement importante. Il faudra également qu'elle prenne en compte le temps de validation des stores. Sur l'App Store ou sur l'App Shop, vous avez un temps de validation par l'éditeur, par Apple ou par Amazon, qui se charge de vérifier que votre application fonctionne bien. Ce temps varie. D'ailleurs, il existe des outils, sur l'App Store ici, qui permettent de visualiser le temps moyen d'analyse qui est nécessaire. On peut voir par exemple qu'en janvier, c'est-à-dire actuellement, il faut à peu près 6 jours pour qu'une application soit validée. Nous avons observé ce même ordre de grandeur dans nos projets. Et dans certains contextes, par exemple la santé, ce délai peut être agrandi pour aller jusqu'à plusieurs mois. Donc il faut que vous preniez en compte ce délai dans votre plan de sortie d'application. De la même manière, une fois que vous aurez prévu toutes ces données, il va falloir que votre application soit téléchargée. Pour cela, il faut absolument que vous prévoyiez un plan de communication qui accompagne la sortie de votre appli. Dès le premier jour, vous devez publier des articles, faire connaître votre produit pour que les utilisateurs se rendent sur le store et la téléchargent. Quand vous avez prévu cette sortie, il va y avoir un gros challenge pour vous. C'est que votre application soit trouvée par vos utilisateurs. Nous avons parlé de 700 000 applications. Il faut que l'utilisateur puisse trouver facilement la vôtre et qu'elle lui donne envie, qu'il ait envie de la télécharger. Pour cela, il y a plusieurs éléments où il faut faire attention. Le premier, c'est le nom de votre application. C'est un nom qui doit être simple, facile à retenir et qui doit représenter l'usage que vous faites de l'application. Ensuite, vous avez l'icône. Cette icône doit être différenciante. Elle doit être belle, donner envie, mais il faut qu'elle soit différenciante par rapport à vos concurrents. Vous allez ensuite vouloir mettre en avant l'application. Et pour cela, vous pouvez voir sur cet exemple que sur iOS, avec iOS 6, la promotion des applications a changé. Fini la description, le premier screenshot la remplace. Donc vous voyez que vous allez avoir besoin de screenshots et surtout, vous allez avoir besoin de choisir le tout premier avec une attention rigoureuse. Car en effet, c'est la première image qu'aura l'utilisateur de votre application.
finir, une fois que l'utilisateur arrivera sur votre description à proprement parler, il va falloir que vous lui donniez envie de télécharger. Donc pour cela, la règle la plus importante, c'est de faire très attention aux 3 premières lignes. Pourquoi? C'est parce que ces 3 premières lignes sont les lignes qui seront de toute manière affichées sur les stores. Sur l'App Store, vous arrivez, vous avez les 3 premières lignes qui doivent donner envie de lire la suite, vous cliquez sur suivant et vous voyez la description dans son intégralité. Faites attention à cette description, il faut qu'elle soit courte et également qu'elle comprenne des mots-clés qui permettent de la référencer. Sur le Play Store, c'est la description uniquement qui permet de référencer l'application. Sur l'App Store, vous avez des mots-clés. Autre petit conseil, c'est que le nom de l'application, ici Google Maps, peut être utilisé pour ajouter des mots-clés dans le système de référencement. Par exemple, ici Google aurait pu ajouter Google Maps, trouvez vos lieux. Ainsi, les 2 mots, trouver et lieu, auraient été rajoutés dans le système de référencement. C'est une pratique assez courante qui se généralise. Une fois que votre utilisateur aura trouvé votre application, ça ne suffira peut-être pas. Il va falloir que vous fassiez monter cette application dans les rangs. Ici, les algorithmes qui permettent de calculer ces rangs restent secrets, mais il existe 2 tendances qu'on observe largement. La première, c'est le nombre de téléchargements. Il faut que votre application soit téléchargée massivement, de manière régulière, dès le premier jour. Pour cela, vous pouvez utiliser des services comme App VIP ou App Gratis qui font une promotion de votre application. Ce sont des applications qui vous permettent de visualiser des applications mises en promotion et donc augmenter le nombre de téléchargements. De la même manière, vous pouvez utiliser des services comme Appster qui mettent en avant votre application. Les utilisateurs la téléchargent, peuvent la noter et reçoivent une rétribution en échange. Ça peut faire monter vos téléchargements. Ensuite, vous allez devoir travailler sur les notes et les commentaires. Car en effet, vous pouvez le constater sur cet exemple, il n'y a pas d'application dans les tops avec 2 étoiles. Pour ça, une seule solution, la qualité de votre application. Travaillez votre application sur son ergonomie, son interface. Nous allons voir des exemples. Mais également, faites en sorte qu'elle soit bien notée. Et pour ça, un petit conseil, dans votre description, donnez toujours aux utilisateurs un moyen de vous contacter en cas de problème. Ça permettra aux utilisateurs non pas de mettre un commentaire destructeur avec une étoile, mais de vous envoyer directement un problème, une chose à corriger sur l'application. Donc prévoyez cet item dans votre description. Une fois que votre application est sur les stores, vous allez avoir envie de savoir combien de personnes l'utilisent, récupérer les données. Sur le store d'Android, vous avez quelques statistiques poussées très intéressantes. Par exemple, vous avez le nombre d'utilisateurs actifs de votre application. Ce sont le nombre de personnes qui, sur leur device, ont une version de votre application installée. Vous pouvez également trouver le nombre de désinstallations de votre application. Le nombre de personnes qui n'ont pas voulu continuer et qui ont désinstallé l'application. Une valeur importante. Vous avez également une répartition selon la version d'Android, les différentes form factors dont on parlait, qui peut vous aider pour prioriser ou non des développements. De la même manière, vous pourrez obtenir les notes et commentaires, ainsi que les différents crashs qui ont pu se passer sur l'application. Donc ces informations sont assez poussées. Du côté d'Apple, c'est plus limité. Nous passons par l'interface iTunes Connect, qui ici donne quelques statistiques. C'est grosso modo le nombre de téléchargements sur les 15 derniers jours glissants. Donc une donnée assez faible. Si vous voulez atteindre et voir les commentaires et notes, vous devrez aller sur iTunes directement. Donc sur l'App Store, oui, le nombre d'informations est très limité. Pour cela, on va vouloir utiliser des produits d'analyse qui vont vous aider à récupérer des informations. Par exemple, Apani, un utilitaire qui, comme d'autres, permet de voir le nombre de téléchargements dans le temps. Si vous utilisez Apani à partir du jour de lancement de votre application, vous pourrez visualiser l'historique du téléchargement de votre application. Mais vous pourrez également visualiser sa position dans les tops. Ça peut être très intéressant, surtout de manière quotidienne, heure par heure, le jour de la première sortie. Vous vérifiez comment votre campagne marketing fait monter le nombre de téléchargements, vous fait monter dans les tops. Pour les équipes marketing, c'est très intéressant. D'autres outils, par exemple comme Storylytics, disponibles pour l'instant sur iOS, permettent d'améliorer la description de son application en testant ses mots-clés.
Par exemple, si je suis une banque, je vais taper le mot-clé banque et vérifier à quelle position mon application ressort. D'ailleurs, il me semble que le fondateur de Storylytics est quelque part dans la salle. D'autres informations sont intéressantes sur ces outils, ce sont l'analyse des commentaires. Ici, avec Apani, on peut voir sur une application, si je choisis de voir uniquement les commentaires qui sont critiques, c'est-à-dire une mauvaise note sur le store, je peux tout de suite sortir des axes d'amélioration. Le premier commentaire est « English please ». Pourquoi pas traduire l'application? Le deuxième commentaire, « J'ai pas compris l'intérêt de l'app ». Est-ce qu'il ne manquerait pas un tutoriel ou une meilleure description sur le store? Utilisez ces outils, utilisez ces commentaires pour améliorer votre produit et faire qu'il soit plus accessible à vos utilisateurs. Donc nous avons vu comment utiliser les stores, utiliser ces données pour améliorer votre application. Une autre chose qui va vous intéresser, c'est de mesurer l'engagement de vos utilisateurs. Mesurer comment ils utilisent votre application. Pour cela, il y a 5 indicateurs clés. Le premier, c'est le nombre de nouveaux utilisateurs. Le nouvel utilisateur est l'utilisateur qui télécharge votre application. Ce nombre-là, vous voulez le suivre. Ensuite, vous voulez savoir, sur ce nombre de nouveaux utilisateurs, quel est le pourcentage d'utilisateurs qui reviennent sur votre application. Est-ce que c'était un one-shot ou est-ce que, au contraire, la personne a été convaincue et revient l'utiliser? C'est la rétention. On la calcule généralement sur 1, 3, 7 jours. Vous allez ensuite vouloir mesurer le nombre d'utilisateurs actifs de votre application. Ce sont les utilisateurs qui utilisent ou qui ont utilisé votre application récemment. On la calcule généralement sur la journée, la semaine ou le mois. Enfin, 2 indicateurs classiques, la fréquence d'utilisation de votre application et la durée moyenne de session. Ces indicateurs vous donnent de la valeur par rapport à l'engagement qu'entraîne votre application. Mais ils ne sont pas suffisants. Vous avez des métriques internes que vous voulez avoir sur vos projets. Pour cela, définissez vos propres indicateurs et ajoutez-les avec des outils d'analytics. Ce qui est important de noter ici, c'est qu'il ne faut pas tout mesurer. Ça ne sert à rien, vous n'aurez jamais le temps de tout analyser. Choisissez explicitement ce que vous voulez savoir sur votre application, ce que vous voulez tester, et validez vos hypothèses par la mesure. Par exemple, ici, avec l'outil Captain, on peut voir le temps moyen passé par un utilisateur sur chacun des écrans d'une application. L'utilisateur lance l'application à gauche et la quitte à droite sur le point jaune, et on peut voir que la majorité du temps est passé sur l'écran principal, la timeline, mais pas du tout sur d'autres écrans. Avec ces données, vous savez qu'il faut focaliser votre attention sur la timeline, mettre le paquet sur l'expérience utilisateur sur cet écran et résoudre tous les problèmes qui touchent à cette fonctionnalité en urgence, car c'est là où passe le plus de temps, là où vos utilisateurs passent le plus de temps. Donc ces informations sont intéressantes. Il existe d'ailleurs plusieurs outils pour analyser et suivre votre application. Nous en proposons quelques-uns ici. Le premier, Flurry Analytics, est très complet, très connu, et il intègre un Crash Reporter. Ensuite, Google App Analytics, donc c'est la version 2 de Google Analytics pour mobile. La version V1 était adaptée avec un SDK pour iOS et Android, et aujourd'hui, la version 2 arrive avec des données plus spécifiques au mobile. Vous avez également AppSalar, une solution très complète qui se base spécifiquement sur les plateformes Android et iOS. Un autre acteur a attiré notre attention, c'est Countly. Il a l'avantage de pouvoir être hébergé par votre entreprise. Si pour vous, les données sont trop sensibles pour être stockées sur le cloud, vous pouvez installer votre propre outil d'analytics, qui d'ailleurs possède une interface très agréable. Enfin, Captain, que nous venons de voir, permet, en plus des analytics, d'envoyer des notifications et récupérer du feedback en temps réel. Donc ce sont des outils très intéressants que vous pouvez utiliser pour récupérer de l'information sur vos applications. Ces informations, vous les récupérez durant la prod. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que vous pouvez récupérer des informations aussi pendant le développement et mettre à contribution vos utilisateurs déjà pendant vos développements. Pour cela, nous vous proposons de mettre en place un bêta testing continu de votre application. La cible, vos employés, vos collaborateurs qui sont intéressés par le mobile et qui vont avoir envie de vous aider à promouvoir l'application, qui vont avoir envie de vous aider à comprendre l'usage qu'ils font de votre application. Vous pouvez également trouver des véritables utilisateurs qui
qui vont vouloir tester en avant-première l'application et vous aider à la faire progresser. Avec cette population, vous allez pouvoir faire des tests et pouvoir tester vos concepts dès le développement. Pour cela, vous pourrez même appliquer des pratiques utilisées par les géants du web, comme le feature flipping. Sur l'application rapport de vol que nous avons développée pour Corsair, la fonctionnalité suivi des événements, qui permettait de vérifier que ce qu'on avait envoyé durant les vols était bien analysé et traité, a été proposée tout d'abord à 10 utilisateurs. Ces utilisateurs étaient logués, reconnus, et on leur proposait de tester en avant-première cette fonctionnalité. Par des mails, ils ont pu envoyer à l'équipe de développement des retours très importants. Il manque l'information décollage ou atterrissage, des choses que l'équipe n'avait pas compris au démarrage et qui ont permis de faire avancer le produit beaucoup plus vite et d'éviter le désagrément d'envoyer en production un produit incomplet. Vous pouvez également mettre en place de l'A/B testing. Vous vous posez la question, est-ce que le bouton doit être vert ou bleu pour avoir le plus de clics possible? Vous envoyez une version à toute votre population, en prod, en dev, et vous vérifiez, en séparant bien deux populations, une population A et une population B avec les deux couleurs, quelle couleur entraîne le plus de clics. Ensuite, à la prochaine version, vous pourrez définir la valeur définitive de cette couleur. Ces pratiques vous permettent d'avoir des retours rapides sur l'application durant le dev. Vous m'avez entendu parler de mail. Il existe des solutions plus rapides et plus intégrées qui vous permettent d'envoyer des feedbacks directement depuis l'application. Vous avez par exemple la solution d'AppFire, aujourd'hui encore en bêta, mais qui permet d'être déployée sur Android et iOS. Également une version iOS pour User Voice et une solution AppStar complète. Cependant, le retour par mail ou dans l'application ne suffira pas. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous alliez directement sur le terrain et que vous observiez vos utilisateurs. Ici, c'est l'application KeyTrade que nous avons développée pour la banque belge. Et cette application propose une ergonomie particulière. Pour tester cette ergonomie, ce que nos équipes ont pu réaliser, c'est des films d'utilisateurs réels en conditions réelles. On leur a donné un iPad et on leur a dit « Joue avec l'application et essaie de faire un virement entre le compte A et le compte B ». À première vue, les utilisateurs ont trouvé l'interface fluide, sympathique, mais n'ont pas réussi à faire le virement. Du coup, les équipes d'ergonomes ont voulu mettre en place un système de calque, premier calque à la première utilisation qui s'affiche et qui explique à l'utilisateur pour faire un virement, prends ce compte-ci, dépose-le sur ce compte-là. Mais ce calque n'a pas fonctionné avec les utilisateurs. Ce qu'on a pu observer en les filmant, c'est qu'ils voyaient le calque, le faisaient disparaître rapidement parce qu'ils n'avaient pas besoin de faire un virement dès le début. Et quand ils en avaient le besoin, ils ne trouvaient plus l'information. Donc par itération successive et observation, ils ont pu mettre en place un système de tutoriel vidéo qui se lance au premier lancement et qui peut être rappelé par l'intermédiaire d'un bouton. Je vous montre en action ce que ça donne. Donc l'utilisateur va sur ses comptes, et là, le tutoriel vidéo s'affiche et lui montre comment utiliser l'application. Si l'utilisateur veut faire un transfert entre deux comptes, il change de vidéo et voit tout de suite qu'il peut déplacer un compte A vers un compte B pour effectuer le virement. Cette personnalisation de l'interface et de l'aide à l'utilisateur est très utile. Et elle ne peut se mettre en place que par des observations. Faites ces observations pendant le développement, vous aurez une application beaucoup plus performante en production. Il existe d'autres sujets sur lesquels vous pouvez améliorer l'ergonomie et personnaliser votre application. Par exemple, ça peut être la personnalisation d'un dashboard bancaire. Sur l'application Fortis, l'utilisateur peut choisir la couleur de fond, l'ordre des comptes et leur positionnement dans des dashboards différents. Sur l'application Voyage SNCF, les équipes ont mis en place un système de recherche historisé. Quelqu'un qui fait tous les jours le trajet Paris-Lille n'a pas envie de retaper Paris-Lille tous les matins. Il va aller directement dans son historique. De la même manière, il n'a pas envie de retaper tous les jours son code de carte bleue. Quoique ça lui permettrait de le connaître par cœur. Mais bon, vous enregistrez ces informations et votre utilisateur a une utilisation beaucoup plus aisée. Vous vous rendez compte qu'il y a énormément à faire. Vous devez produire une application, vous devez analyser son comportement sur les stores, vous devez analyser ce que les utilisateurs en pensent et comment l'améliorer. Tous ces sujets prennent du temps. La question que vous devriez vous poser maintenant, c'est comment je fais pour être réactif et apporter à mes utilisateurs l'application la plus fluide et la meilleure possible en un temps record. On va passer à une partie un peu plus méthodologique où je vais vous donner deux pratiques qui vous permettront d'accélérer vos développements.
La première, ça va être de travailler en cycle court en adoptant une production par petits lots, qui nous vient du Lean. Ce qu'on observe généralement chez nos clients, c'est que pour une version, représentée simplement ici par 3 fonctionnalités, ces 3 fonctionnalités vont constituer un bloc qui va se déplacer dans les différentes phases de production. La définition des fonctionnalités, la spécification avec la rédaction d'un cahier des charges complet, le passage à l'équipe de développement de ce cahier des charges qui va alors implémenter le produit, puis la recette et enfin la mise en production. Ce que dit la théorie de la production par petits lots, c'est qu'il faut séparer ces fonctionnalités en sous-fonctionnalités de durée équivalente ou de complexité équivalente et de prioriser ces fonctionnalités. Ainsi, vous allez le voir, vous allez être prêt à livrer en production beaucoup plus rapidement. Si on fait une comparaison simple, vous voyez que alors que le bloc classique arrive à peine en développement, les développeurs reçoivent le cahier des charges, vous avez déjà la fonctionnalité F1 qui est prête à être livrée. Pourquoi ? Parce que les équipes ont pu se focaliser sur un seul objectif à la fois, communiquer plus rapidement entre elles sur une seule implémentation, et donc arriver à tester cette implémentation jusqu'au bout plus rapidement. De la même manière, la fonctionnalité importante, F2, arrivera beaucoup plus facilement à être livrée en production. Enfin, la fonctionnalité F3 sera aussi prête à livrer avant le bloc classique. Séparez vos fonctionnalités en sous-fonctionnalités et priorisez-les, traitez-les une par une. Ne faites plus des gros cahiers des charges qui contiennent toutes les fonctionnalités, essayez de segmenter votre production. Le deuxième conseil que je voudrais vous donner, c'est de rassembler vos équipes. Nous avons vu les différentes phases, la définition, les spécifications, le développement et la recette. Ils sont souvent associés à des équipes dédiées. Le marketing, le métier, les ergonomes, le user experience, le développement et les tests. Pourtant, quand on met en place les fonctionnalités, quand on réfléchit à ce qu'on veut mettre dans son application, les développeurs et le métier peuvent déjà être ici en renfort avec l'équipe marketing pour vérifier la faisabilité des fonctionnalités. Il ne sert à rien d'écrire un cahier des charges sur une fonctionnalité si on sait pertinemment qu'elle ne sera jamais développée. De la même manière, durant la phase de spécification, les développeurs peuvent aider en faisant du prototypage rapide, en mode fail fast. Vérifier par exemple qu'une animation est possible, que la transition fonctionnera bien, que tout est vraiment fait pour être réalisé dans les temps. Pendant le développement, vous allez devoir demander à vos équipes de faire un compromis pour vous. Ce compromis, c'est le compromis temps de développement contre expérience utilisateur. En effet, on demande souvent beaucoup à l'application, qu'elle soit belle, qu'elle soit fluide, mais il y a souvent des simplifications qui peuvent être faites. C'est l'équipe de développement qui connaît au mieux le produit, qui connaît au mieux l'OS, qui va pouvoir vous apporter des simplifications, vous les proposer. Il va falloir alors la valider avec les équipes marketing, mais également aider ces développeurs à avancer dans le sujet en les accompagnant pour les équipes métiers. Enfin, sur la phase de recette, c'est toute l'équipe qui va aider les testeurs à valider le fonctionnement global de l'application. Les développeurs pourront également diagnostiquer les problèmes et commencer éventuellement à les corriger avant la production. Donc ce que nous voyons, c'est que les différents acteurs d'un projet mobile communiquent ensemble sur toutes les phases du projet. Ce que nous vous conseillons, c'est de les rassembler physiquement. C'est ce qu'on appelle la war room, mettre dans une salle toute l'équipe projet, tout le processus, afin qu'ils puissent non pas s'envoyer des mails et communiquer par cahier des charges interposé, mais se poser des questions et travailler sur les mêmes documents. Rassemblez vos équipes. Nous avons donc vu plusieurs choses pour faire vivre vos applications. La première, c'était de connaître vos utilisateurs, les toucher par les stores, mesurer ce que vous en faites par les stores, mais également comment ils utilisent votre application par des outils d'analytics. Ensuite, récupérer du feedback utilisateur dès le développement avec un bêta testing continu. Enfin, pour assurer le meilleur time to market, rassemblez vos équipes et faites une production par petits lots. Je vous remercie de votre attention. Et je suis disponible si vous avez des questions. Oui. Bonjour. Alors en effet, les produits qui sont gratuits, les entreprises utilisent généralement les données pour faire des statistiques internes. Par exemple, Google se nourrit de la publicité générée par vos revenus. Donc vous pouvez utiliser ces produits,
Vos données restent confidentielles, mais ils serviront sans doute à faire des statistiques par la suite par la solution. Il existe des produits type Omniture qui vous permettent en effet de sécuriser vos informations, les rendre complètement étanches. Cependant, je n'ai pas le détail exact sur toutes ces solutions gratuites, si les données sont analysées par le constructeur et qu'est-ce qu'il en fait par la suite. D'autres questions? Oui. Oui. Donc la question est, est-ce qu'il y a une durée récurrente sur les stores pour faire des mises à jour et faire revenir les utilisateurs et faire réutiliser l'application? Il n'y a pas de stats effectives. Par contre, on peut tabler sur une livraison par mois pour apporter de la nouveauté aux utilisateurs et les faire voir que l'application bouge. Une autre façon... Une livraison par mois, ça ne nous paraît pas trop fréquent, non. Nous la conseillons. Si vous apportez des fonctionnalités, des corrections à vos utilisateurs, ils ne pourront pas reprocher d'être trop rapides. Un mois, c'est une bonne façon de faire. Vous pouvez également forcer la récurrence en envoyant des notifications, présenter des produits, faire de la promotion, pas de la publicité, mais présenter une activité que vous faites sur l'application, ou apporter un service à l'utilisateur. Par exemple, sur l'application Se Loger, vous envoyez des notifications lorsque des nouveaux appartements sont disponibles. Vous pouvez aider l'utilisation de votre application en utilisant les notifications. Très bien, je vous remercie. Merci à tous d'être venus. Donc j'espère que vous avez trouvé les réponses aux questions auxquelles vous vous posiez. Si ce n'est pas le cas, on est toujours présent, l'équipe, pour vous aider. Également, pensez à remplir vos questionnaires de satisfaction. On parlait beaucoup d'analytics et de mesures, ça nous aide aussi nous à nous améliorer. Et enfin, je voudrais vous indiquer qu'il y a un prochain petit déjeuner dont le thème sera les 10 pratiques pour rater votre projet agile. Si vous vouliez savoir comment le faire, vous saurez. Merci à tous d'être venus. À bientôt.